Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle monsieur David, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun. C'est monsieur Foucault. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans cette dernière édition de la semaine de l'appel sur le continent. Vous savez que c'est une émission qui vous appartient car vous avez l'opportunité à chaque fois d'intervenir longuement sur les sujets qui vous intéressent, surtout les sujets que nous mettons sur la table, des sujets d'actualité bien sûr. Et aujourd'hui nous allons parler de deux sujets particulièrement, deux sujets d'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Abdoulaye Diop, a présidé le mardi 6 juin 2017 à l'hôtel laïque de l'Amitié la cérémonie d'ouverture de la réunion du Conseil ordinaire des ministres du G5 Sahel. C'était à Bamako, au Mali. C'était en présence des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie, qui constituent les pays membres de l'organisation. Et afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel, les pays du G5 ont donc décidé de mettre en place une force conjointe qui comprendra une composante politique et un aspect sécuritaire dont le nombre passera de 5 000 à 10 000 hommes. Et comme à son habitude, la France a encore décidé de jouer à la vraie amie de l'Afrique et à la vraie intermédiaire qui puisse exister auprès des institutions internationales pour l'Afrique, en faisant bien évidemment circuler mardi 6 juin 2017 aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution autorisant le déploiement d'une force militaire africaine basée au Mali pour lutter contre le terrorisme et la crise et le crime organisé. Et Paris espère d'ailleurs à travers cet acte que cette résolution qui appuie juridiquement et politiquement la force conjointe dite du G5 Sahel sera approuvée dès la semaine prochaine et permettra de créer un environnement pacifié pour encourager la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015. Et comment analyser donc ce soutien flagrant de la France? Les pays du G5 Sahel ne peuvent-ils pas finalement plaider pour eux-mêmes auprès de l'ONU lorsque des situations comme celle-là se présentent à l'Afrique? L'Afrique a-t-elle toujours besoin d'être parrainée occidentalement pour gérer des situations internes au continent? Quel est le véritable rôle que doit jouer l'Union africaine lorsque ce genre de résolution doit être introduite auprès des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et surtout lorsque cela concerne des pays africains? Voilà les premières questions que nous nous posons dans cette première partie d'émission, ce premier sujet d'actualité qui nous intéresse dans cette autre édition d'Appel sur le continent. Mais nous parlerons aussi dans ce moment de la crise diplomatique au Qatar, parce qu'il faut dire que nous parlons de la crise diplomatique qui secoue le Qatar depuis quelques jours et ne semble pas encore s'amenuiser. Et en effet, l'onde de choc, ça vous le savez, du séisme que connaît la région du Golfe ne cesse de s'élargir. La rupture des relations diplomatiques avec le Qatar, décidée lundi dernier par l'Arabie saoudite et ses deux alliés du Golfe, Émirats arabes unis et le Bahreïn bien sûr, en plus de l'Égypte et du Yémen, a eu un effet d'avalanche et plusieurs autres pays proches ou lointains, pour ne pas parler du voisin du Sud, ont emboîté le pas à l'Arabie saoudite. Et dans ce contexte, dont vous savez, ce contexte d'ébullition diplomatique, le Maroc s'est gardé de toute précipitation. Mais il faut surtout remarquer que plusieurs pays africains se sont pourtant manifestés en faveur de cette rupture diplomatique en rappelant tout simplement leurs ambassadeurs au Qatar, et parmi lesquels les Comores, le Sénégal, le Gabon, le Tchad et Djibouti. Cependant, plusieurs pays du Maghreb préfèrent pour le moment jouer la carte de la neutralité. Ils ne prennent position ni pour l'Arabie saoudite ni pour le Qatar. Et le Maroc, l'Algérie et la Tunisie agissent avec beaucoup de prudence pour le moment et optent pour le dialogue plutôt. Et comment comprendre ces positionnements assez divergents des pays africains? Les pays africains, qu'ils soient pour ou contre, devraient-ils entrer dans ce jeu diplomatique en se mettant ainsi au devant de la scène? Quelles leçons peut-on tirer a priori de ce qui arrive actuellement au Qatar? Des leçons que pourraient tirer bien évidemment les pays africains. Voilà les deux sujets principaux que nous mettons sur la table et c'est la dernière édition de la semaine d'Appel sur le continent. Et vous le savez, lorsque vous appellerez tout à l'heure, en marge de ces sujets que nous venons de mettre sur la table, vous pouvez envoyer ou alors donner une réaction sur les sujets d'actualité qu'il y a eu tout au long de la semaine ou alors un sujet d'actualité qui vous aura particulièrement marqué. C'est donc Appel sur le continent.
On va tout de suite prendre le premier élément que nous a concocté Steve Joselingos et pour nous permettre de planter le décor dans cette haute édition d'Appel sur le continent. Nous parlons en premier du G5 Sahel et de la France qui a décidé bien évidemment d'accompagner l'Afrique en étant l'intermédiaire auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. La France souhaite empêcher le Sahel de devenir un nouveau havre pour les terroristes et propose au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui autoriserait le déploiement de la force militaire commune de 5 pays africains dans cette région. Le Conseil pourrait voter sur cette proposition de résolution la semaine prochaine. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, qui composent le G5 Sahel, ont accepté en mars dernier de constituer une force de 5000 hommes chargés de cette mission. Le quartier général de la force sera basé au Mali, mais sera sous commandement séparé de celui des 12 000 casques bleus de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui sont déployés au Mali depuis 2013. L'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, François Delattre, pense que les perspectives d'adoption de la résolution sont bonnes. Nous ne pouvons pas laisser le Sahel devenir un nouveau havre pour les terroristes de toute la région, a-t-il insisté. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yacouba, en déplacement à Bamako, a indiqué que le G5 espérait avoir un mandat de l'ONU d'ici la fin juin, permettant ensuite de déployer la force. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a annoncé le 5 juin dernier, lors d'une visite dans la capitale malienne, une aide de 50 millions d'euros pour mettre la force sur pied. La France a lancé une intervention militaire internationale d'urgence en 2013 pour stopper des groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda qui occupaient le nord du Mali. Les djihadistes en ont été en grande partie chassés par l'opération Serval, depuis devenu Barkhane qui se poursuit encore dans les 5 pays de la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso. Une zone vaste comme l'Europe. Des régions entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et dans le sud du pays et le phénomène déborde de plus en plus souvent sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Donc là, vous avez eu l'économie de ce qui se passe en réalité dans ce sujet d'actualité que nous vous proposons au continent. Eh bien, la France qui décide de jouer une nouvelle fois les intermédiaires, ou alors l'ami privilégié de l'Afrique dans ce cas-là encore. On parle de terrorisme, on parle du G5 Sahel qui décide de former, en tout cas de mettre sur pied une force commune qui ne sera plus composée seulement de 5000 soldats, mais de plus de 10 000 soldats. Et la France qui décide d'aller introduire ce projet de résolution qui autoriserait ces pays du Sahel à mettre sur pied, bien évidemment, cette force-là afin de lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'on se pose les questions, est-ce que la France avait véritablement besoin d'être le parrain de l'Afrique sur cette situation-là? Est-ce que l'Afrique a besoin d'être parrainée tout le temps par les pays occidentaux lorsqu'il faudrait obtenir une certaine résolution venant de l'ONU ou tout simplement du Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que l'Afrique a besoin des aides occidentales, comme on le dit souvent, pour avoir cela? Voilà les principales questions que nous nous posons sur cette question, des questions bien évidemment qui pourraient bien orienter ce premier sujet sur lequel nous nous apésantissons dans cette édition. On nous annonce déjà qu'il y a des appelants. On va prendre le premier appelant avec Adrien Ngoué. Bonsoir à vous et bienvenue. Monsieur Ten des États-Unis d'Amérique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony Merkel et bonsoir l'Afrique. Tony Merkel, en réalité, ce qui se passe, c'est que la France veut employer ses dirigeants africains de travailler à son compte. C'est rien d'autre. La France a trouvé des marionnettes qui peuvent employer pour travailler à leur compte, c'est tout. Et ces gens ne seront pas là en train de travailler pour les Africains. Non, les Africains, la jeunesse africaine ne devrait même pas faire des illusions. Et la jeunesse africaine doit comprendre que le destin de l'Afrique, c'est dans leurs mains. Ce n'est pas à ces marionnettes-là. Il ne faut même pas compter pour eux, à eux. Parce que quand vous regardez même ce qui se passe au Qatar, c'est une moquerie. Ça veut dire que les Africains, maintenant, on les fait seulement tourner de gauche à droite. Vous voyez, le Qatar est en train d'être lâché. Parce qu'ils ne sont pas, parce que ces derniers temps, ils ne sont pas en train de jouer le jeu que l'Occident veut.
dans la coalition soi-disant internationale. Parce que le Qatar est en train d'avoir des petites relations avec l'Iran et ça énerve l'Occident et tout ça là. Donc c'est pourquoi on est en train de lâcher le Qatar, on est en train de jeter tout le sort sur le Qatar. Et maintenant, quand vous voyez les Africains qui n'ont même pas de politique internationale, ils se balancent seulement de gauche à droite. Quand on leur dit aller à gauche, ils vont à gauche, aller à droite, ils vont à droite. Ils ne savent même pas connaissent même pas la véritable raison pourquoi on est en train de faire salir le nom du Qatar. On sait que le Qatar, c'est un pays vassaux qu'on utilise comme ça, comme une femme. Mais ce n'est pas le Qatar qui est le cerveau du terrorisme international. Nous savons que le cerveau du terrorisme international, c'est au Vatican, c'est au Pentagone. Mais le Qatar, c'est seulement un vaisseau qu'on utilise comme l'Arabie Saoudite. Et maintenant, de prendre le Qatar et jeter comme ça, et les Africains eux aussi commencent à jouer ce jeu-là. On va ramener nos diplômes, ou c'est les diplomates qu'on appelle chez nous là. Moi, les Africains ils commencent déjà à nous énerver, surtout nous qui connaissons, qui avons les gens un peu partout infiltrés dans tous ces trucs, qui savons ce qui se passe. Ça nous énerve de voir que les Africains sont toujours en train de faire ces petits jeux en 2017. Ça, c'est vraiment énervant, Tony. D'accord. D'accord. Vous allez rester en ligne. Vous allez rester en ligne, Monsieur Ten, depuis les États-Unis. On va prendre quelqu'un qui vit aussi dans le même pays que vous. Là-bas, c'est Askia, qui va aussi s'intéresser à ces deux sujets que nous mettons sur la table. En plus de ça, il peut donner son avis sur une question qui l'a véritablement marqué tout au long de la semaine. Alors, Askia, on parle bien de ce G5 Sahel et la France qui a décidé d'être l'intermédiaire entre l'Afrique, une fois de plus, et l'ONU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez cela, Askia? Bonsoir. Allô, Askia, bonsoir. Alors, rappelle qu'Askia nous appelle depuis les États-Unis. Il est en ligne. Bonsoir, Askia, et bienvenue. D'accord. Le réseau est un peu dérangeant. Comme nous le dit Adrien, on va rester avec M. Ten depuis les États-Unis. Alors, M. Ten depuis les États-Unis, sur la question du G5 Sahel, de cette France qui a décidé d'introduire ce projet de résolution, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre dans ce cas-là que c'est parce que, bien évidemment, ces 5 pays ou alors ces pays du G5 Sahel ne sont pas véritablement assis au Conseil de sécurité et qu'il faudrait un paravent pour leur permettre, bien évidemment, d'avoir ou d'obtenir cette résolution finalement? Tony, Michael, la Corée du Nord n'est pas dans le Conseil de sécurité et ils arrivent à sécuriser leur pays. Comment ça se fait que les grands garçons qui ont plus de 150 à 200 millions d'habitants n'arrivent pas à sécuriser leur? Donc la Corée du Nord, c'est 26 millions d'habitants. Comment ils arrivent à sécuriser leur pays? Ils ne sont pas dans le Conseil de sécurité. Donc ça veut dire que ces gens qui sont soi-disant leaders, là, qu'ils sautent. S'ils ne peuvent pas se sécuriser, ils doivent sauter, ils doivent laisser ceux-là qui peuvent le faire. Nous ne sommes plus maintenant aux années où on va être en train de tourner avec les incapables, les incompétents. Si vous n'êtes pas compétent, quittez. Laissez les compétents prendre. On est maintenant à l'âge où les choses vont vite, les choses sont en train de basculer, le monde est en train de changer. Nous ne voulons pas être en train de regarder des gens qui se comportent qu'on dirait des bébés. On ne veut plus voir ça. Moi, je peux pas être dirigeant en Afrique parce que je suis pas de nationalité africaine. Mais je peux pas rester là en train de regarder comment les Africains se comportent, comment je sais même pas quoi. Et les gens ici là, on se moque des Africains. Nous les Noirs, nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas être à l'aise ici là aux États-Unis parce que chez nous là-bas, notre terre, dans notre terre, les gens se font enculés de n'importe comment, ils ne veulent pas se lever. C'est ce qui fait que nous aussi, nous souffrons ici là aux États-Unis. Parce que notre pays n'est pas debout. Les Italiens, Américains peuvent bien marcher chez eux parce que ils ont le backup là-bas en Italie. Les Italiens, Allemands, les Américains, Allemands peuvent marcher, peuvent être confortables ici aux États-Unis parce que ils ont leur pays, mais la source, ils ont un pays qui est leur source, qui est l'Allemand, qui peut les protéger. Nous aussi là, nous les Noirs ici aux États-Unis, notre pays, mais qui est l'Afrique, ne veut pas se responsabiliser. C'est pourquoi les gens peuvent nous faire n'importe quoi ici. D'accord, Ten. On comprend bien que vous avez aussi ce désarroi et vous comprenez très bien ce qui se passe sur le continent africain et pourquoi est-ce qu'on manipule
ainsi même nos dirigeants parfois, et vous estimez qu'il faudrait que les dirigeants africains commencent à réguler véritablement les choses. Et tout à l'heure, on va se poser la question de savoir quel est le rôle que doit jouer véritablement l'Union africaine dans des situations comme celle-là, lorsqu'il faut introduire une résolution auprès du Conseil de sécurité de l'ONU ou à une autre chambre de l'ONU. Comment faire? Est-ce que l'Union africaine ne devrait pas jouer un véritable rôle? Est-ce que cette résolution ne doit pas partir finalement, et même évidemment, de l'Union africaine? C'est la grande question aussi que nous nous posons sur ce sujet. Nous rappelons que vous allez appeler tout à l'heure, vous avez la possibilité de le faire. Et en ligne, actuellement, nous avons Pasteur Soa depuis le Ghana. Vous pouvez nous revenir quand vous voulez, Monsieur Ten. Pasteur Soa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony Marquet. Oui, bonsoir Pasteur Soa. Bonsoir, quelle agréable soit avec vous. Et je salue encore après le continent, je salue le Canada, je salue André, je salue Francine, que la grâce de Dieu soit avec Afrique médiane. Le G5 Sahel, la France décide d'être l'intermédiaire. Je pense que Tony Marquet, je ne sais pas qui invite la France dans cette affaire du G5 Sahel. Qui invite la France? Est-ce que c'est nous les Africains ou c'est les G5 Sahel là qui invitent la France dans cette affaire par rapport à la lutte contre le terrorisme? Non. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'Afrique soit encore dans un problème de libéralisme. Il faudrait qu'on soit dans les enfantillages. Nous sommes responsables et nous avons la capacité intellectuelle, morale, militaire sur tous les plans. Nous avons les moyens financiers, nous avons le sous-sol qui est abondamment riche. Il nous faut une politique de développement, une politique de réconciliation, une politique d'unité et de solidarité, de sorte que nous puissions également régler également nos problèmes. Est-ce qu'on a forcément besoin de la France? Voici aujourd'hui un problème qui se passe au Qatar, en Arabie Saoudite, un peu partout, où nos parents, nos frères meurent dans la Méditerranée, nos parents meurent dans l'océan, nos frères meurent par-ci par-là. Qu'est-ce que l'Union africaine fait? À cause de ce que certaines choses, nos politiques n'arrivent pas également à gérer également la politique dans nos nations africaines. Et ça fait aujourd'hui que les jeunes gens vont mourir dans les océans, dans la Méditerranée, dans tout ce que vous savez. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine fait? C'est un flot, donc on fait face à cela. Il ne plus que ces choses arrivent. Parce que quand on fait le point hier, nous avons regardé sur la première scène des Côte d'Ivoire, où ils ont fait un documentaire, et ce documentaire qui montre vraiment comment nos frères meurent. D'autres meurent sont allés en Italie en train de pleurer pour dire que l'Afrique est mieux. Mais qu'est-ce que les Africains ils font aujourd'hui? Eux, ils meurent dans l'eau. Non, ce n'est pas possible. Donc, ce je sais, il faudrait qu'aujourd'hui, nous les Africains, l'Union africaine, c'est le président de l'Union africaine et le président de la commission de l'Union africaine, doivent s'asseoir et convoquer les chefs d'État et réfléchir sur ce point. Parce que si vous comptez seulement que sur la France, mais vous serez toujours sous les dictats, parce qu'ils vont toujours vous imposer les dictats. Et c'est là où sera notre développement et notre évolution. Voici là le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, il est important pour nous que nos chefs d'État se lèvent pour que l'Afrique puisse grandir, pour que l'Afrique puisse sortir de l'état de l'isolationnisme, pour que l'Afrique puisse quitter dans la dégradation, pour que l'Afrique puisse quitter également dans la dégénération, pour que l'Afrique puisse quitter dans la malédiction, pour que l'Afrique puisse quitter dans tout ce qui est feu, tout ce qui est calamité. C'est de tout ça qu'on nous traite. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Soa. Vous restez en ligne, bien évidemment. Vous savez que cette émission est la vôtre. Vous pouvez intervenir à tout moment. Le temps pour nous de prendre M. Askia, qui était en ligne tout à l'heure, mais qu'on a perdu. Finalement, on peut le retrouver. Askia est bien aux États-Unis et il nous appelle ce soir. Bonsoir et bienvenue, Askia. Nous parlons du Qatar accusé de soutenir le terrorisme, mais nous parlons aussi de la France qui a décidé de jouer l'intermédiaire entre l'Afrique et l'ONU dans le cadre du G5 Sahel, qui veut mettre en phase, il faut le dire de cette manière, cette force commune de 10 000 soldats qui pourront aider à résoudre le problème du terrorisme sur le continent. Oui, bonsoir, Tony Michael. Vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Bonsoir. Ok. Bien. En ce qui concerne le premier point que vous avez adressé, le Qatar, très franchement, je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas, mais les Arabes n'ont qu'à laver leur linge sale en famille là-bas. Ça,
D'accord, je n'écoute plus Askia, je ne sais pas pourquoi. Allô? D'accord, Allô? nous vous écoutons très bien. Allez-y, parlez sans vous arrêter, s'il vous plaît. Voilà. Bon, comme je disais, je ne sais pas trop ce qui se passe au Qatar là-bas. Les Arabes n'ont qu'à laver leur linge sale en famille, ça c'est leur problème là-bas. Bien. En ce qui concerne le deuxième point, lentement mais sûrement, on est en train de démasquer maintenant les valets locaux de l'impérialisme français à l'Afrique. Et au fur et à mesure que les choses avancent, on voit maintenant qui travaille avec qui et qui est derrière qui dans cette affaire. Très franchement, ce que la France est en train de faire derrière toute cette histoire d'une nouvelle force du G5 ou je ne sais pas quoi au Sahel, la vérité c'est que la France n'a plus les moyens de maintenir sa politique impérialiste en Afrique. Elle veut trouver, comme à l'époque de l'occupation, des nouveaux, ce qu'on appelait les commis, c'est-à-dire les indigènes qu'on va utiliser comme chair à canon. Et pendant ce temps, on est assis tranquillement dans des bureaux ailleurs et se foutre du monde. Voilà la vérité. Et si ceux-là, des Africains qui se disent du G5 ou je ne sais pas, G8 ou je ne sais pas quoi, collaborent avec cette force-là pour encore idiotement mettre sur pied ce genre de force d'occupation-là sur leur continent, sur leur terre, très franchement, on ne sait plus, il n'y a pas mieux pour démasquer ces gens. Les Africains ne peuvent pas faire confiance à ces républicains bananes fabriquées de toutes pièces à la conférence de Berlin. Les Africains ne peuvent pas faire confiance à ce syndicat de faussaires que s'appelle l'Union africaine ou la communauté africaine. Les seules personnes qui pourront libérer les Africains aujourd'hui, ce sont les Africains eux-mêmes. Quand je dis les Africains eux-mêmes, je parle des populations africaines. Je parle du moto-taxi Clando de Marois, je parle du vendeur à la sauvette de Yaoundé, je parle du vendeur de moutons à N'Djamena, je parle des femmes qui vendent leurs aliments ou bien les hommes qui vendent leurs produits sur le marché de Dantokwa au Bénin, je parle du boutiquier au marché central de Ouagadougou, je parle des artisans au marché de Bamako, je parle de ceux-là. Je ne parle pas de ces pseudo-dirigeants qui ne sont que des déchets intellectuels, qui ont été formés à l'étranger pour maintenir les D'accord. Mais Askia, une petite question avant peut-être de donner la parole, et bien évidemment, à Yao qui nous attend aussi en ligne depuis la France. Est-ce que vous ne pensez pas que pour que l'Afrique soit indépendante dans ce sens-là, lorsqu'on parle de ce projet de résolution, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Afrique fasse tout et tout, comme on le dit souvent, pour avoir tout d'abord une place véritablement pleine au sein du Conseil de sécurité avant de réclamer quoi que ce soit? L'erreur consistera même à faire partie de ce syndicat de faussaires qui est le Conseil de sécurité. Il ne faut même pas rentrer dans cette structure-là. Parce que c'est par cette structure-là qu'on vous discipline, qu'on vous contrôle. Si vous ne faites même pas partie de ça, comment ils vont vous contrôler? C'est ça l'interface qui permet qu'ils se mêlent de vos affaires. D'accord. Il ne faut même pas faire partir de ça. C'est ça la vérité. D'accord. On vous reprend tout à l'heure de toutes les façons parce qu'on cheminera avec vous tous les téléspectateurs de cette édition, cette dernière édition, jusqu'à la fin de l'émission, bien évidemment. On prend Yao qui nous appelle depuis la France. Bonsoir et bienvenue Yao. Bonsoir mon frère, et je te remercie de m'avoir donné la parole et merci le standard. Écoutez, je vais vous dire ceci. La France a toujours dit, il y a eu un premier ministre qui était gouverneur, son nom m'échappe un peu, qui était gouverneur au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il était premier ministre, et Pierre Messmer. Voilà, Pierre Messmer disait que la force de la France vis-à-vis de l'Afrique, c'est de faire semblant de partir pour y rester. Et on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Sarkozy s'invitait au sommet de l'Union africaine. Quels sont nos présidents, excusez-moi, nos chefs d'État
qui peut accepter que ce soit la France qu'on peut accepter ce paternalisme? C'est une insulte à l'Afrique. Non seulement ça, mais ce côté pervers, insulter l'intelligence des Africains et aussi faire penser les Africains que nous sommes que des gamins. Comment est-ce qu'on peut accepter ça, que ce soit que la France, qui soit la France? Qu'est-ce que nos présidents, nous devons vous demander quelque chose, Afrique Média. S'il vous plaît, au moins organiser des conférences, des débats, inviter un à un le chef d'État sur le plateau d'Afrique Média, et ça leur permettra d'écouter ce que nous pensons, le peuple pense. Éviter Monsieur Yao, ne pensez pas qu'il ne regarde pas la chaîne de télévision panafricaine, ne pensez pas qu'ils ne prennent pas en compte exactement ce que vous dites au quotidien pour aider l'Afrique à avancer, parce que vous avez quand même vu qu'il y a eu quelques améliorations sur le continent africain sur le plan de la gouvernance, de la politique tout simplement. Est-ce que vous pensez que ces présidents-là sont étrangers à ce que nous disons, alors qu'ils ne prennent pas véritablement en compte ce que nous disons? Mais bien sûr, mon frère, ils ne prennent pas véritablement en compte de ce que nous disons. Si véritablement ils prennent en compte de ce que nous disons, depuis plus de 15 ans que nous menons ce combat sur le plan CFA, ils feront quelque chose de concret. Ils feront quelque chose de concret. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Mali. C'est ce côté, cette docilité que nous n'acceptons pas. Il faut écouter, en somme, il faut les écouter, là, les responsables politiques, ou bien dans les médias. Nous ne comptons pas parce que la France qui doit tout décider à notre place. C'est une insulte. Nous sommes capables. Et nos chefs d'État qui sont toujours, en fait, toujours salam aleikum. Nous sommes au 21e siècle. S'il vous plaît, ce n'est pas possible, mon très cher frère. On ne peut plus accepter ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que la France? Mais si on a besoin, ou alors, il faut recommencer. Tout dernièrement, il y avait une conférence des chefs d'État en Guinée équatoriale. Il nous faut qu'il y a exactement que nous créions une sorte de consortium des chefs d'État, qu'on parle à notre place, à l'ONU. Nous pouvons choisir s'il faut déposer une motion. On peut choisir la Russie, on peut choisir la Chine. Mais pourquoi toujours ce papa? Ce faux papa pervers. Mon frère, de ce papa en somme incestueux. Avec cette perversité, nous sommes fatigués. Nous demandons à nos chefs d'État que la France ne mette plus en son petit œil, sa langue, sa bouche dans nos affaires. La France dehors, il y en a marre. L'Afrique, il y en a marre, il y en a marre. Mettons la France dehors. C'est une insulte. Et c'est elle-même qui va essayer de déstabiliser l'Afrique. On n'a pas besoin de papa, c'est terminé. D'accord. Merci, mon frère. Non, mais vous ne partez pas de toutes les façons. C'est juste pour donner la possibilité à d'autres intervenants de pouvoir, bien évidemment, donner leur avis sur ces questions d'actualité. Nous parlons bien de ce Conseil de sécurité et nous nous posons même la question de savoir est-ce que le Conseil de sécurité, finalement, a déjà véritablement réussi ses missions sur le continent africain ou tout simplement dans le monde? C'est une autre question qui peut, bien évidemment, être posée dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme qui n'en finit pas. On va retourner avec Askia. Alors, Askia, si vous êtes encore en ligne, est-ce que vous pensez que ces pays du G5 Sahel peuvent se substituer ou tout simplement se soustraire de la volonté du Conseil de sécurité pour décider de former de manière unilatérale en tout cas cette force conjointe de lutte contre le terrorisme? Est-ce que vous pensez que les pays du G5 Sahel n'ont pas véritablement besoin du Conseil de sécurité pour mettre sur pied en tout cas cette force conjointe? Justement, ces gens-là ne peuvent pas se substituer du Conseil de sécurité, de ce dit Conseil de sécurité,
Parce que c'est à eux qu'ils doivent leur légitimité et pas aux peuples africains. Ils n'ont aucune légitimité. Ce n'est que sur le Conseil de sécurité que repose leur légitimité. Aujourd'hui, face aux peuples africains, ils n'ont ni légitimité ni légalité comme État. C'est la raison pour laquelle les Africains n'ont aucun respect pour ces institutions-là. C'est ça la raison. Et ils vont chercher leur respect donc devant ces institutions qui les instrumentalisent pour pouvoir mieux asseoir les politiques de pillage, de spoliation et d'exploitation étrangère. Voilà la réalité qu'il faut dire aux Africains. D'accord. C'est ça le... D'accord. Merci beaucoup, Askia, depuis les États-Unis. On vous rappelle toujours, et ça je vais toujours le faire, et que vous pouvez nous revenir quand vous voulez. On va prendre Ouattara qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Depuis l'Angleterre plutôt. Bonsoir. Monsieur Tony Michael, c'est Monsieur Ouattara depuis l'Angleterre. D'accord. Tony Michael, je suis très content de vous revoir ce soir en cette dernière édition de Appel sur le continent. Je salue tous les employés, en particulier les techniciens et le call center et surtout le PDG que j'adore. Moi, ce soir, je parlerai de l'intention que la France essaie de proposer aux Africains, quel sera l'intermédiaire de l'Afrique au Conseil de sécurité à l'ONU. Mais la France, en le disant ici, c'est un parjure. Parce que au XXIe siècle, la France pense que nous, on a encore besoin de quel soit notre intermédiaire. Nous parlons de souveraineté, nous parlons que nous voulons prendre nos choses, hein, contrôler nos propres affaires. Alors, notre combat, c'est d'avoir une place au Conseil de sécurité. Mais en le faisant ici, elle est en train de nous montrer sa détermination à nous asservir, à nous traiter de gens attardés, les Africains comme des gens attardés. Mais M. Ouattara, on a quand même vu que la France l'a fait depuis le 6 juin, c'est-à-dire le même jour où on a décidé de porter les soldats de 5 000 à 10 000 et que jusqu'ici, les chefs d'État qui sont principalement concernés n'ont pas véritablement boudé. Et bien évidemment, ce qui voudrait dire que dans leur silence, ils sont en train de consentir à cet effort que fait la France pour soutenir en tout cas cette force conjointe qui va être formée par le G5 Sahel. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont nos chefs d'État qui parfois sont complaisants dans ce sens-là et laissent véritablement que les choses arrivent? Bien sûr, Tony Michael, vous avez tout dit, vous avez été plus que clair. C'est en cela que je voudrais en venir dans mon développement. Justement, nous disons que c'est à l'Union africaine maintenant de prendre cette résolution ferme. Ça dit que c'est dans l'unité. Ce n'est pas un chef d'État qui doit s'élever. On sait que dans le passé, quand un chef d'État s'élève, c'est qui a besoin de lui. Mais cette fois-ci, il faudrait que ça soit à l'unisson. C'est à l'Union africaine. C'est en ce sens-là que je voulais en venir pour dire que l'Union africaine, en fait, quand on dit Union africaine, c'est-à-dire que l'Union africaine est là pour défendre les intérêts de l'Afrique à l'unisson. Donc, c'est notre vitrine. C'est l'Union africaine qui devait porter tous nos dossiers. Ce n'est pas un pays ou bien une zone comme l'Afrique centrale le fait actuellement. Vous voyez, nous remercions l'Afrique centrale, mais nous sommes conscients que sur l'échiquier mondial, dans le chemin où nous sommes, ce sont les grands ensembles qui l'emportent toujours. Donc, un ensemble comme l'Afrique centrale seulement ne peut pas l'emporter. Il faut toutes les Afriques, c'est-à-dire du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, tous ensemble dans l'Union africaine pour porter cette résolution d'avoir une place au Conseil de sécurité pour pouvoir défendre les dossiers africains. Et c'est ça le vrai combat fondamental, parce que tout ce qui actuellement que l'Afrique subit vient toujours du Conseil de sécurité qui est représenté par 5 pays. Et ces 5 pays-là sont en majorité des pays impérialistes, à part la Chine qu'on met de côté. Donc c'est de là-bas que vient le vrai problème de l'Afrique. Parce que quel que soit ce que l'Afrique fera, si ce Conseil de sécurité-là veut détruire l'Afrique comme ils l'ont fait en Libye, alors que la Libye, tout le monde sait que la Libye était en matière sociale
développé que même l'Europe, même l'Angleterre où je suis, en France, partout où j'ai été. Vous comprenez? D'accord, d'accord, monsieur Ouattara. Voilà. D'accord. Oui, Vous ne partez pas. C'est définitivement à l'Union africaine qui doit porter ce dossier-là et à l'unisson des chefs d'État, toutes les Afriques doivent se mettre ensemble pour demander, pour dire qu'au XXIe siècle, on veut une place au Conseil de sécurité. Trop, c'est trop. D'accord. Et Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Je pense que un j'aime bien cet échange entre nous et les téléspectateurs. Vous, à la maison, vous qui nous donnez vos avis, ce qui prouve bien à suffisance qu'on n'a pas la science infuse et qu'on peut bien compter sur vos avis pour pouvoir développer le continent africain dans ce sens-là, même sur le plan sécuritaire. On a Patrick Kwange, qui est depuis l'Allemagne et qui va aussi réagir sur cette question. On a un téléspectateur, Patrick Kwange, avant que vous ne réagissiez. Adi Malik qui nous dit que c'est tout simplement parce que les pays africains n'ont pas encore compris l'importance d'une souveraineté. La souveraineté s'arrache, la souveraineté n'est pas donnée. Et si la France, dit-il, continue d'assister l'Afrique dans toutes ces résolutions, c'est parce que la patate se laisse manger. Voilà ce que nous dit Adi Malik depuis le Mali. On va donner la parole à Patrick Kwange depuis l'Allemagne. Patrick Kwange, vous avez la parole. Oui, bonjour ou bonsoir Tony Michael. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Tony Michael, tout à l'heure, vous avez touché où l'on doit toucher. Ça dit en vérité, comme je l'ai toujours et plusieurs de mes prédécesseurs et panafricanistes ont eu à le dire lors de cette émission, ce sont nos dirigeants d'abord. C'est le laxisme de nos dirigeants. C'est le manque de patriotisme de nos dirigeants qui nous amène où nous sommes là aujourd'hui, la jeunesse africaine. On pleure le deuil de cette jeunesse tous les jours. Et moi, je fais partie de ceux qui pleurent le deuil de mes frères et sœurs qui sont engloutis par la mer Méditerranée chaque jour à cause de nos dirigeants. Parce que c'est d'abord eux les premiers responsables. Mais Tony Michael, je vais simplement approfondir une démonstration que j'ai faite hier ou encore avant-hier concernant l'argent que l'ONU compte donner, les milliards qu'il va donner pour aider les pays touchés par le terrorisme et consorts. Mais Tony Michael, je dis encore, je mets quiconque au défi, nos chefs d'État vont prendre cet argent. Déjà que je suis pour qu'ils prennent, parce que c'est le pragmatisme. Mais, contrairement à ceux qui disent qu'il faut refuser et il faut qu'ils refusent, ils prendront. Et je m'explique. Monsieur Tony Michael, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, ceux qui nous dirigent ont promis, et surtout le sommet a promis 500 000 ordinateurs pour des jeunes étudiants, inscrits bien sûr, la condition être régulièrement inscrit. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis cette promesse, jusqu'il y a peu de temps, on apprend que, en fait, pour pouvoir accéder à ces ordinateurs, il faut au préalable se faire inscrire sur la liste électorale, c'est-à-dire les fichiers biométriques, il faut s'inscrire en prélude aux élections de 2018. Mais vous savez, vous savez que ça n'a pas été dit officiellement. Ce sont peut-être les bruits de couloir qu'on ne saurait peut-être pas rapporter à l'écran. Monsieur Tony Mac, j'ai la preuve ici devant moi. Je parle avec des chiffres et des données. Ça, c'est un communiqué du recteur de l'université de Yaoundé 1. D'accord. Un communiqué officiel signé par sa main qui dit, je cite, par ailleurs, afin de bénéficier de la suite de la procédure enrôlement biométrique, validation par le MINESUP et réception de l'outil informatique, les étudiants sont à compléter éventuellement leurs informations personnelles sur le site. Il y a un site qui a été donné. Et on donne le délai pour faire tout cela le 15 juin. Mais dans ce cas, cela signifierait tout simplement que c'est peut-être un manque de bon jugement parce qu'il y a bien des étudiants qui arrivent à l'université à 16 ans parfois. Comment ceux-là qui ne sont pas majeurs pourront s'inscrire sur les listes électorales? Voilà aussi des questions qu'on peut se poser sur ce cas-là. Monsieur Tony Mac, je suis en train de démontrer simplement que où je vais en venir, c'est qu'effectivement, nos dirigeants, à travers par exemple un acte pareil, font un aveu d'échec. L'échec de l'éducation qui devrait donner à la jeunesse, l'éducation civique, l'éducation politique. Parce qu'aujourd'hui, ceci montre que
faute de pouvoir trouver les électeurs, parce qu'une jeunesse éduquée politiquement et civiquement va aux élections directement, va s'inscrire. Ce sont des stratagèmes comme ça qui font que, parce qu'ils savent que cette jeunesse-là qu'ils gouvernent est précarisée, est fragile. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus, Tony Michael. Et par conséquent, quand il y aura un truc comme ça, beaucoup de jeunes vont se jeter parce qu'ils ont entendu l'ordinateur. C'est de bonne guerre. Moi, je comprends les jeunes parce qu'ils sont fragilisés. C'est la même chose que nos dirigeants expriment vis-à-vis de ces États-là occidentaux, cachés derrière l'ONU. Quand ils disent qu'on vous donne 1 milliard pour combattre, ils vont le prendre parce qu'effectivement, ils savent très bien que les caisses sont vides et que les dirigeants des puissances occidentales connaissent mieux l'état de nos comptes que nous-mêmes. D'accord. Donc, vous voyez, ils précarisent et fragilisent nos États et savent qu'en donnant, en proposant cet argent, ils vont le prendre de même que nos dirigeants font avec les jeunes. Vous voyez cette démonstration-là pour vous montrer à quel point on attend vivement une génération des Moïse et qui est en train de se préparer en Afrique des jeunes. Une génération des Moïse. Oui. Patrick Kouangé, vous restez tout naturellement aussi en ligne. Le temps pour nous de donner la possibilité aussi à d'autres téléspectateurs de pouvoir réagir. À l'autre bout du monde aussi, c'est The Fact qui nous appelle depuis le Canada, précisément à Montréal. The Fact, bonsoir. Si vous êtes en ligne, vous avez la possibilité de réagir maintenant. Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir. Tony Michael, bonsoir à toute la planète panafricaniste. Bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir particulier à vous qui nous donnez la possibilité de nous exprimer. Je ne vais pas être long et je vais aller dans le sens que, en tout cas, plusieurs de mes prédécesseurs l'ont dit. Nous n'avons pas besoin que qui que ce soit dans le monde intervienne pour nous, pour faire quoi que ce soit. Nous voulons le faire nous-mêmes. Et quand nos dirigeants ne prennent pas la parole pour dire non à un tel ou à un tel qui prétend pouvoir nous aider ou nous donner quoi que ce soit, quand ils ne le disent pas, c'est pour leur propre compte. Et comme nous le disons depuis plusieurs années déjà, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur eux. Et nous n'allons pas compter sur eux. Mon prédécesseur vient de dire qu'ils peuvent prendre de l'argent, qu'ils le prennent, ça les regarde. Sauf que quand ils font ces choses-là, ils engagent la responsabilité de tous nos pays. Parce que ça n'engage aucunement le citoyen lambda. Ils le prennent parce qu'ils sont des vendus, comme on dit. Ils le prennent parce qu'ils ne sont pas des patriotes. Ils le prennent parce qu'ils sont pour la destruction de notre pays. Alors, ça les regarde. Nous n'en voulons pas. Que les autres toc-toc viennent nous dire qu'ils vont nous aider à entrer à l'ONU ou à faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'eux. Et ici, je dis ce que nous avons dit déjà depuis plusieurs années à tous nos téléspectateurs. Quand nous avons fini de parler sur les antennes d'Afrique Média, parce qu'en général, quand nous venons parler là, nous sommes très fâchés. En général, il faudrait maintenant qu'après, une fois que nous avons vomi ces choses qui nous fait mal au ventre là, que nous puissions nous asseoir et réfléchir quelles vont être les solutions. Alors ici, j'appelle chaque téléspectateur à penser en interne. Chacun doit penser qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux apporter comme action. Alors vulgarisons l'action d'Afrique Média. Vulgariser, ça veut dire parler autour de soi, soulever des thèmes comme ceux qui vont faire mal. Par exemple, si vous dites à quelqu'un que il faut que les Africains arrêtent de trop mettre le temps dans la danse, on vous taxe de tout et de rien alors que c'est normal. Je prends un petit exemple, Tony Michael. Donne-moi 1 minute et j'aurai fini. Allez-y, vous avez la possibilité de parler. Allez-y. Nous sommes en Occident. Mais quand tu rends visite à un Africain, à chaque fois que tu rentres dans sa maison, il est en train d'écouter la musique. À chaque fois. Il n'est pas en train de regarder, je ne sais pas moi, une émission ou un enregistrement d'Afrique Média, d'une émission d'Afrique Média. Il est en train d'écouter la musique. Alors, si tu soulèves le thème, si tu soulèves le sujet en disant diminuer ou sinon supprimer le temps de regarder la musique, c'est vrai, la musique c'est de l'art et tout ça, mais diminuer ce temps-là, on vous traite de tous les noms. Ce que moi je veux dire ici, c'est qu'après avoir vomi, je me répète,
après avoir vomi tout notre venin, parce que si on ne dit pas des fois, ça fait mal au ventre, une fois qu'on a fini, j'invite tous les téléspectateurs de cette chaîne panafricaine à réfléchir sur l'action que chacun peut prendre. Et ainsi, dans 20-30 ans, parce que ces dirigeants-là, ils ne partiront pas demain. Ils sont encore là pour un petit moment, mais que dans 20-30 ans, nous puissions prendre la place et faire ce qu'il y a à faire. Et que ceux qui viendront derrière nous, nous aurions peut-être instillé cette idée patriote-là pour que l'Afrique puisse se relever demain. Merci Afrique Média d'exister pour nous. Bonsoir. D'accord, merci beaucoup à vous, parce que c'est vrai de le dire que beaucoup d'Africains, parfois on le dit que les choses sont cachées dans la lecture ou alors dans les livres, mais les Africains parfois ne lisent pas beaucoup. Mais nous pensons qu'avec le travail que nous abattons au quotidien, les choses changent petit à petit, les habitudes changent aussi, parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui s'intéressent véritablement à la politique dans leur pays respectifs. Et grâce aussi à Afrique Média, et nous nous en félicitons quelque peu, la mayonnaise prendra progressivement, mais on finira par atteindre l'objectif escompté. Mais maintenant, on va retourner au téléphone avec M. Patrick Kwangé, qui a encore quelque chose à dire. On a que ce Conseil de sécurité de l'ONU est une instance bien importante pour la paix sur le continent africain. Mais est-ce que vous pensez, bien évidemment, M. Patrick Kwangé, qu'aujourd'hui, on a véritablement besoin de ce Conseil-là? Est-ce que ce Conseil-là réussit dans sa mission de maintien de la paix véritablement? Oui, monsieur Tony Mac, je profite tout de suite comme ça de l'occasion pour dire merci aux propos de mon frère Zefak du Canada, parce que voilà un point qui gangrène, un élément qui gangrène négativement la diaspora aussi, une grande frange de la diaspora, la distraction, la danse et la musique. Ça, c'est dommage, c'est dommage. Vivement que les associations sérieuses de la diaspora travaillent pour éduquer déjà aussi ceux de la diaspora ici. Revenant à votre question, Monsieur Tony Makel, Conseil de sécurité, pour mon avis est clair là-dessus depuis plusieurs mois. On n'en a pas besoin pour le moment. Quelqu'un a dit que c'était même pour mieux nous contrôler et la personne a tout à fait raison. Moi, je dis l'unité, aujourd'hui, c'est ça qui doit prévaloir. L'unité à travers l'Union africaine, l'unité africaine, l'Union africaine qui est une institution. Il faut que cette institution soit plus forte et que son président, qui est pour l'instant en exercice, fasse du travail et fasse beaucoup plus d'actions que des paroles. Des paroles, c'est déjà bien, on attend des actions. Et d'un autre côté, en attendant que l'unité, cette unité-là soit faite et soit forte, j'aime bien à évoquer que d'autres chefs d'État devraient prendre l'exemple d'un petit pays qui, en moins de quelques années, a mis à la disposition de sa jeunesse, sa population, des infrastructures, l'énergie et autres. C'est la Guinée équatoriale, par exemple. Donc, en attendant cette unité qui est en train d'être construite, malgré toutes les lourdeurs et les pesanteurs, il faudrait déjà se mettre à construire des infrastructures, à développer des domaines stratégiques comme l'énergie et à utiliser les cerveaux jeunes du pays pour booster effectivement l'économie. Parce que vous savez, M. Tony Michael, si ces pays qui sont frappés de plein fouet par le terrorisme aujourd'hui au Sahel avaient un moment, un instant anticipé en exploitant leur diaspora de manière efficiente et en se projetant très vite dans l'avenir, les dégâts ne seraient pas probablement aussi forts comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, nous devons apprendre à anticiper et à préparer vraiment l'avenir. Donc, Tony Michael, merci déjà pour l'émission. Très bonne continuité et très bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup, M. Patrick Kwangé, depuis l'Allemagne. On va rester au téléphone avec Emmanuel depuis la Belgique. Et après ça, on va lire quelques messages qui nous sont parvenus. Et bien après, nous donnerons aussi la possibilité à ceux qui nous rejoignent de comprendre exactement de quoi nous parlons ce soir. Emmanuel, vous nous appelez depuis la Belgique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Tony Michael. Bonsoir à l'Afrique. Et permettez-moi de transmettre un bonsoir amical à M. Demba Traoré du Mali. D'accord. Écoutez, Tony Michael, moi je voudrais bien parler de cette coalition des pays du Sahel qui s'unissent pour, je ne sais pas, lutter contre qui là. Ben, écoutez, ces dirigeants-là qui encore invitent la France
dans leur propre sécurité. Tony Michael, vous ne trouvez pas que ça devient un peu agaçant d'attendre à chaque fois nos dirigeants aller s'accrocher à la France? C'est comme en temps de guerre, c'est comme prendre son arme et puis aller le mettre chez le voisin. C'est la même chose, exactement. Donc, il y a tellement de coalitions en Afrique. Il y a tellement d'institutions en Afrique qui ne servent à rien. On a le Comog, on a encore une force de la CEDEAO, on a tellement de forces en Afrique maintenant, on ne comprend plus rien. Même moi qui vous parle aujourd'hui, Tony Michael, je suis perdu avec ces coalitions-là. Je suis perdu avec ces armées-là. On ne comprend. Moi, je vois plus clair dans cette histoire-là. Mais pourquoi vous êtes perdu, monsieur Emmanuel? Emmanuel, depuis la Belgique, pourquoi est-ce que vous êtes perdu alors qu'avant, on disait bien qu'il fallait bien que les États africains arrivent à se coaliser de cette manière-là. Maintenant que ça arrive, vous dites que vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est compréhensible finalement? Tony Michael, écoutez, cette coalition-là, elle sert à quoi? Elle protège qui? Elle ne va même pas aller protéger des gens en Zambie. Elle ne va même pas aller protéger des gens même en Ouganda ou au Mozambique et tout ce que vous voyez. Je ne suis même pas sûr même que cette coalition-là puisse protéger des gens au Mali, au Burkina et ici. Donc tout ça, c'est pour nous berner. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on ait une armée africaine. Là, au moins, ça serait quelque chose de sérieux et du lourd. Mais là, des sous-armées régionales, voilà pourquoi je dis que je ne comprenais rien. Parce qu'on n'a jamais vu l'efficacité de ces armées-là, à part aller tuer leur propre population. On n'a jamais vu ça. Quelle est leur efficacité? Donc, franchement dit, ces pays qui s'accrochent à la France, moi, personnellement, ça m'agace. J'aurais préféré même qu'on passe de la musique aussi en Afrique Média que de parler de ces dirigeants-là, de ces pays. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel, depuis la Belgique. Vous pensez qu'il faudrait peut-être mettre la musique au lieu de parler de ces choses-là. Mais les Africains aussi ont leur mot à dire, comme Demba Traoré, monsieur Demba Traoré qui nous appelle depuis Caille au Mali. Il est en ligne. Vous parliez de lui tout à l'heure, vous le saluez. Eh bien, il est en ligne. Il vous saluera peut-être lui aussi. Mais nous parlons de ces sujets-là. Monsieur Demba Traoré, bonsoir. Bonsoir, Tony Michael. Bonsoir, mes amitiés à Emmanuel. Je le remercie de penser à vous. Ses condoléances à l'occasion du décès de ma maman. Je salue tous ceux qui m'ont adressé leurs condoléances, plus particulièrement Madame Yawo, Madame Sissé, Madame Mariam de la Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, on ne peut pas tomber plus bas quand on entend le président de l'UA qui dit qu'il existerait un cordon ombilical entre les Africains et la France. On ne peut pas tomber plus bas que ça. Quel cordon ombilical y a-t-il entre la France et l'Afrique? Au contraire, c'est un cordon de servitude. Il s'agit bien d'un cordon de servitude qu'il faut faire sauter. Alors, avec des dirigeants comme ça, il ne faut pas attendre, il ne faut rien attendre. Le changement ne viendra pas de se diriger. Le changement doit penser que cette Afrique-là doit se rendre ensemble. Ce qui que nous sommes suffisamment matures, nous sommes suffisamment prêts, c'est à prendre la relève. Ça ne viendra jamais de s'attendre. D'accord. Je pense que la communication se dégrade un tout petit peu, M. Demba Traoré, depuis Caille au Mali. Vous allez nous revenir tout à l'heure quand vous le voudrez. Et bien évidemment, nous avons encore un peu de temps avant la fin de cette émission. On va lire quelques messages qui nous sont parvenus dans le cadre de cette dernière production, bien évidemment, d'Appel sur le continent. On a Zélier Cameroun de tout qui nous dit que l'Occident, l'Arabie Saoudite et le Qatar qu'ils demandent à l'Occident, à l'Arabie Saoudite et au Qatar d'arrêter cette diversion. Tout le monde sait que l'État islamique est égal à Occident, est égal à Arabie Saoudite, est égal au Qatar. Du n'importe quoi, dit-il. Le Tchad, qui rappelle son ambassadeur à Doha, participe à une diplomatie
insignante certainement. On a Caroline qui nous dit en sujet 2 que jusqu'à ce jour, plus de 50 ans après les indépendances, la France s'octroie encore le droit de parler au nom de l'Afrique. C'est simplement parce qu'elle a l'onction de ceux qui prétendent parler au nom du peuple africain, nos dirigeants collabos et autres leaders corrompus de la société dite civile. Et il y a Jacques Gonsu qui nous dit que quand elle permet qu'il y ait cette force, cela veut dire que ceux qui vont la commander roulent pour elle, c'est-à-dire pour la France. Et on a aussi Adi Diakité depuis Paris qui nous dit tout simplement bon débat et qu'honnêtement ces sujets sont des sujets d'actualité, des sujets très intéressants. Nous le faisons quand même un clin d'œil aussi à lui depuis Paris actuellement. Et on va tout de suite prendre l'autre reportage de cette émission. On vous l'a dit tout à l'heure, on parle aussi du Qatar. Le Qatar, la crise diplomatique autour du Qatar qui a gagné l'Afrique après la rupture des relations diplomatiques de l'Arabie saoudite avec l'Émirat. Plusieurs pays du continent ont à leur tour pris position et beaucoup comme le Sénégal, comme le Gabon ou comme la Mauritanie ou comme les Comores sont en faveur de cette rupture diplomatique. Mais d'un autre côté, on a des pays du Maghreb comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc qui pensent qu'il faudrait mettre quelques réserves sur cette rupture diplomatique et privilégier plutôt le dialogue. Avec la complicité de la réalisation Nathan Daré, bien évidemment, nous allons prendre ce reportage de Steve Jocelyn Gos et de Bella Mwanjo et nous revenons sur ce plateau une fois de plus. La crise politique autour du Qatar a gagné l'Afrique. Après la rupture des relations diplomatiques de l'Arabie saoudite avec l'Émirat, plusieurs pays du continent ont, à leur tour, pris position. D'abord la Mauritanie mardi 6 juin, puis les Comores mercredi, ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. Nouakchott accuse le Qatar de soutenir des organisations terroristes, de propager des idées extrémistes et de semer l'anarchie. Ensuite, c'est le gouvernement sénégalais, solidaire de l'Arabie saoudite, qui a rappelé son ambassadeur au Qatar mercredi. Un geste fort qui ne rompt pas pour autant tous les liens avec les Qatariens. Dakar dit vouloir consulter son diplomate sur les suites à donner à cette crise. Idem du côté du Tchad, jeudi 8 juin. Le gouvernement a décidé de rappeler son ambassadeur à Doha au Qatar pour consultation, peut-on lire dans un communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères. Dans le même esprit, Djibouti a décidé de réduire sa représentation diplomatique dans l'Émirat. Une prudence compréhensible, puisque le Qatar est le médiateur du conflit territorial qui l'oppose à l'Érythrée. Quant au Gabon, le pays appuie la décision de l'Arabie saoudite et condamne les agissements récurrents du Qatar en faveur du terrorisme. Libreville invite Doha à se conformer aux accords internationaux en matière de lutte antiterroriste. En Afrique de l'Est, Khartoum regrette la décision des 5 pays arabes frères. Le Soudan, comme la Somalie, appelle les parties au dialogue. Les 2 États proposent d'ailleurs leur aide pour une médiation afin de protéger les intérêts des pays et des peuples arabes. Dans la même veine, face à cette pire crise diplomatique que connaît la région du Golfe depuis des années, plusieurs pays du Maghreb préfèrent la neutralité. Ils ne prennent position ni pour l'Arabie saoudite, ni pour le Qatar. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie agissent avec beaucoup de prudence et optent pour le dialogue. Merci beaucoup Steve Jocelyn Gos et merci aussi à Bella Mwanjo pour ce reportage, en tout cas ce rappel des faits, bien évidemment. Et le Maroc, l'Algérie et la Tunisie agissent avec beaucoup de prudence, ça, vous l'avez dit, et optent pour le dialogue. Comment comprendre ces positionnements assez divergents des pays africains? Les pays africains, qu'ils soient pour ou contre, devraient-ils entrer dans ce jeu diplomatique en se mettant ainsi au devant de la scène? Et quelles leçons peut-on tirer a priori de ce qui arrive actuellement au Qatar? Et pensez-vous, comme le disent certains, que c'est une simple diversion? Autant de questions pour orienter cette autre thématique, ce sujet d'actualité assez important ou c'est prépondérant depuis quelques jours sur la scène médiatique internationale. Alors, nous avons une fois de plus ce pasteur Soa qui nous attend au bout de fil. Bonsoir, pasteur Soa depuis le Ghana et bienvenue. Bonsoir Tony Maquet. Bonsoir, je reviens parce qu'il faut que, après sur le continent, en tout cas, c'est Dieu qui a voulu que l'émission soit. Avant d'arriver sur le sujet du Qatar, Tony Maquet, je vais d'abord revenir sur. Tu as posé une question très importante sur le Conseil de sécurité. Je vais, Tony Maquet, répondre pour dire que le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut jamais apporter la paix dans le monde parce que c'est des francs-maçons qui sont là. Ce sont des démocraties
et ce sont des Chrétiens. Et leur problème, c'est le stock. Donc, quand il y a les guerres dans les pays, c'est leur travail. Dans les pays ne s'attendent pas, il y a des brûlures partout, c'est leur travail. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de choses à apprendre, il n'y a plus de travail. Donc, c'est pourquoi ils ne pourront jamais apporter la paix dans les pays. Parce que le problème, c'est là. Ceux qui ont créé les dérivés des ACR, Papa, l'ONU, vous voyez. Donc, on ne doit jamais qu'on tombe sur ces personnes-là pour dire que non, ils peuvent apporter la paix. Au contraire, quand ils vont dans les pays, ils créent des troubles et ils profitent également du pays des nations. Maintenant, je reviens sur le Qatar. C'est le marqueur, il faut dire que le Qatar est trop cité dans beaucoup de choses négatives. Le Qatar est tellement cité dans les choses. Moi, à mon avis, si j'étais vraiment président, j'allais même couper des relations diplomatiques avec ces Qatariens. Quand je regarde aussi le problème de la Libye, quel a été également le comportement et la position du Qatar lorsque le guide libyen a été attaqué. Mais je pense que le plan congloméré, le plan diabolique, mécabélique a été façonné depuis le Qatar. Et le problème qui était entre le guide libyen et ses hommes, mais ils ont regardé et ils étaient impuissants. Enfin, et voilà, ils ne sont même pas sortis pour dire que ce qui est en train de se passer, si notre frère arabe, pour réagir, il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, le matin, quand on parle du Qatar, quand on voit, on nous montre aussi le fils à la télévision, nos sœurs qui sont violés, qui sont tués, qui vont travailler là-bas, dans ces zones-là. Les frères sont tués, vraiment, et ça ne va pas quelque part. Je ne sais pas. Donc, ils sont sous l'influence des grands pays, des puissances occidentales, telles que les États-Unis d'Amérique qui les protègent. Donc, ça fait aujourd'hui, ils sont en train de venir en Afrique ici. Je pense qu'encore ils ont des banques là, mais ils ont des banques un peu partout. Mais est-ce que cela, ça pourrait être salutaire pour nous? Parce que pendant qu'ils passent quelque part, il y a des djihadistes. Pendant qu'ils sont quelque part, il y a des djihadistes qui les accompagnent, tout cela. Donc, le Qatar, on ne sait pas. Le développement, si c'est sur le plan humain, si c'est la destruction, si c'est le djihadisme, donc leur argent, on ne sait pas comment cet argent, si c'est pour apporter la maldition ou bien le bien. Non, on ne sait pas. Parce qu'ils sont soutenus par des puissances étrangères, par des puissances occidentales, et ils sont là. Et il n'y a pas des enquêtes sur eux, on n'enquête pas, la CPI n'enquête pas là-bas. Chaque fois quand on nous montre à la télévision, on nous montre aussi le fait, c'est les frères, c'est les gens qui sont en prison. Bon, vraiment, la loi n'est pas dit, ce n'est pas un pays de droits de l'homme. Mais néanmoins, les pays européens, les pays occidentaux, les pays américains vont là-bas. Donc, il y a un problème. Donc, moi, voici mon point de vue sur ce problème de Qatar. Aujourd'hui, ils sont en France, ils ont payé des études, ils ont payé des grandes études, là, ils ont des études là-bas. Mais ça ne va pas quelque part. Donc, vraiment, Tony Maquin, c'est un problème. D'accord. Parce que lorsqu'on voit le prix de la Libye, donc, merci, Tony Maquin. Je pense que le soir encore, si le ministre africain sera là, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme. Bien évidemment, Pasteur Soie depuis le Ghana. Merci beaucoup, Pasteur Soie depuis le Ghana. On va rester en ligne avec Linus Lorient Fogab, un de nos fidèles téléspectateurs depuis la ville de Tchon, à l'ouest du Cameroun. Linus Lorient Fogab, bonsoir et bienvenue. Tony Michael, bonsoir. Mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je salue le frère Jomo depuis l'extrême nord, le frère Pierre Didier depuis Libreville et la voix de la sagesse Noissadio que je n'ai pu écouter ou je n'ai plus vu depuis un bon moment. J'espère qu'il se porte bien. Alors, Tony Michael, moi j'ai toujours dit sur Afrique Média qu'au lendemain des indépendances, tous nos chefs d'État, je dis bien tous nos chefs d'État, sans exception, se sont substitués au système néocolonial. Cela se démontre encore aujourd'hui. Quand vous voyez des gens qui, au lieu de diriger leur pays, se laissent diriger par des gens, cela vraiment donne des insomnies. Cela vraiment laisse à nous interroger sur l'avenir et le devenir de l'Afrique. Qu'est-ce que nos chefs d'État ont à aller en cascade rompre des relations diplomatiques avec le Qatar? Même s'il est vrai, je dis bien même s'il est vrai que le Qatar soutient ou du moins finance les terroristes, qu'est-ce qu'ils disent de l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'ils disent de la France? Je rappelle que le terrorisme n'est pas seulement le fait de prendre les armes pour former un groupe. Le terrorisme n'est pas seulement Daesh. Le terrorisme n'est pas seulement Boko Haram, l'État islamique. Le terrorisme, c'est aussi ce qui se passe à travers le franc CFA. Ça s'appelle du terrorisme monétaire.
Ce qui se passe à la CPI avec Laurent Gbagbo, ça s'appelle du terrorisme judiciaire. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rompu depuis de temps des relations diplomatiques avec la France par rapport à ce terrorisme dans lequel ils nous entretiennent depuis des années? On doit s'interroger. Il y a Anguille sous roche. Qu'est-ce qui ne marche pas? D'accord. Qu'est-ce que nous avons fait à nos dirigeants? Donc vous pensez, Linus, que c'est de la pure diversion, vous aussi? C'est une fumisterie. Ce sont des suivistes, ces gens. Ce sont des suivistes. Ce sont des gens qui n'ont aucune autorité, aucun pouvoir. Ils ne peuvent rien. C'est pour ça qu'ils suivent les gens. D'accord. Ils sont en train de suivre des gens. D'accord. C'est quoi cette diplomatie de la poule mouillée finalement, Tony Michael? Laissez-moi parler quand même. Non, allez-y, on ne vous a pas coupé, allez-y. On est toujours en train de suivre des gens. On ne prend jamais position. On ne dit jamais rien. Hein? Mais finalement, Africains, qu'est-ce que nous voulons? Chers dirigeants, qu'est-ce que vous voulez de nous? Pourquoi vous nous embrigadez dans cette histoire? Pourquoi vous régressez le développement de l'Afrique? Pourquoi vous nous supprimez notre dignité? Pourquoi? Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Et même le président Déby, que je respecte, est allé signer cette affaire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je pense. Merci beaucoup, Linus Lorient-Fogap. On vous rappelle que nous sommes déjà à quelques pas de la fin de cette émission. Avant la fin, vous pouvez nous revenir. Le temps de prendre un verre d'eau, le temps aussi de vous calmer un tout petit peu. Je comprends votre désarroi. On va cette fois-ci prendre Thomas qui nous appelle depuis le Cameroun aussi. Linus Lorient-Fogap. Thomas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dimarquer. Bonsoir. Oui. Vous me suivez? Nous vous écoutons très bien, Monsieur Thomas. Voilà, Monsieur Dimarquer. Ce que je veux vous rappeler que n'est pas, nous allons tout faire sans oublier que le Qatar et l'Arabie Saoudite que les autres sont en train de supporter là. Ces gens, ce sont les gens que c'est eux qui organisent le terrorisme au monde. Y compris la France qui nous a colonisés, que la France organise avec eux pour nous terroriser davantage. Donc on ne peut rien recevoir ces gens-là. Si on pouvait un peu se comporter comme les pays des Maghreb, l'Algérie, Tunisie et Maroc, qui n'ont pas certifié, c'est que leur engagement pour pouvoir engager avec les gens comme nous, c'est qu'on pouvait un peu aller comme eux. Mais en soutenant, en allant, en croyant que ces gens-là viennent pour nous aider, ils n'ont rien à nous aider depuis qu'ils nous ont colonisés. Si nous sommes vigilants, nous allons constater très bien que ces personnes-là, quand ils viennent et parlent des milliards qu'ils vont vous donner, sachez que les gens-là, s'ils vous donnent de l'argent, ils ne peuvent pas, s'ils vous donnent 1 milliard comme ici là, ceux qui viendront prendre au moins ceci de bons milliards. Donc, c'est des gens qu'on devait, c'est-à-dire s'il y avait possibilité à rompre avec eux. On devait davantage cultiver que cette rupture-là. Donc, trouver les possibilités autres, à chercher à avancer, que de leur attendre. Ils ne doivent rien, aucunement nous apporter quelque chose. D'accord. À la tête du tour. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Thomas, depuis Douala. On va directement enchaîner avec Lamine Mané qui nous appelle depuis l'Espagne. Bonsoir, Lamine Mané depuis l'Espagne. Bonsoir. Allô, bonsoir, Afrique Média. Je suis très heureux de pouvoir nous joindre, c'est votre première fois. Oui, je suis heureux de pouvoir participer à l'émission. Je trouve que le sujet est très intéressant. Le problème, pour que les chefs de l'État travaillent en Afrique, il faut que la masse populaire prenne conscience. La population doit prendre conscience pour les pousser à travailler. Parce que eux, ils sont comme nous, c'est des humains. Et une seule personne ne peut pas faire beaucoup, même quelle que soit son intelligence. Mais si la masse populaire, les gens, les intellectuels organisent la masse populaire, pas un soulèvement de révolte, non, mais essaient d'organiser la société d'une manière que les populations ne peuvent pas rester sans être employées.
Les populations ne peuvent pas voir les multinationales prendre les choses à un prix qui n'est pas bien. Il faut revendiquer, il faut poser les choses sur la table, discuter avec eux, les diriger, les aider à diriger. Mais si on laisse, on dit le chef de l'État, il ne peut pas. Il faut que la masse populaire, les Africains de tous les pays s'organisent pour aider l'État à bien gouverner sa population, à donner du travail à sa population. Même si on n'est pas riche, mais on a à la fin du mois quelque chose pour nourrir sa famille. On travaille. C'est ça. S'il n'y a pas ça, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas laisser seulement un président diriger, dire qu'il va donner le travail, il va développer le pays. Non, il va, parce qu'eux, ils mangent bien, ils dorment bien, ils ont de belles voitures. C'est le pauvre paysan qui est là, qui n'a même pas une toiture. Quand il pleut, il y a des gouttes qui tombent dans sa maison. Il cherche à manger chaque jour au sueur de son front. Est-ce que tu vois? Si ces enfants sont malades, il ne peut pas les soigner. Ce sont ces gens-là qu'il faut conscientiser. Quand ils ont le manque, on doit poser ça sur la table et forcer la porte pour que ça soit réglé. C'est ça la renaissance, c'est ça le développement. C'est là où il faut passer pour que tout passe bien. Sinon, rien. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup Lamine Mané depuis l'Espagne. Saluons d'ailleurs toutes les populations, en tout cas africaines, qui nous regardent depuis l'Espagne, de toutes les villes d'Espagne, de Barcelone à Madrid, bien évidemment. On va rester au téléphone cette fois-ci avec Adamou, qui nous appelle depuis l'Angola. Bonsoir Adamou et bienvenue. Bonsoir, M. Tony Makel. Aujourd'hui, nous allons parler de la Qatar et l'Arabie Saoudite, M. Tony Makel. Moi, je vais soulever un ancien sujet. C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ils ont dans le danse pour gorger le Kadhafi. Donc, quand quelqu'un veut parler de ces gens-là, moi, ça m'énerve. Parce que ce sont des grands danseurs pour assassiner le Kadhafi. Donc, on ne peut pas les aimer. La deuxième chose, l'Afrique doit prendre sa décision seule. Sans aide de la France ni occidentaux. L'Afrique est capable de jouer son rôle. Pourquoi chaque jour nous allons derrière les autres? L'Afrique est sous autres chaque jour. 54 pays, nous sommes incapables de gérer notre affaire. Il faut toujours demander l'aide occidentaux. Ça fait un ministère qui. Et que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la force, et que Dieu nous aide. Merci beaucoup, bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup Adamou. Adamou depuis l'Angola. D'accord, on a Zerfel depuis l'Allemagne. On va aller véritablement au part de course, Zerfel, parce que nous n'avons plus que 5 minutes pour terminer cette émission. Il faut qu'on donne la possibilité à 2 ou 3 encore de pouvoir réagir en 1 minute, s'il vous plaît, chacun. Et cela pourra se faire. Bonsoir Zerfel et bienvenue. Ok, bonsoir Michael, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne vais pas trop exagérer. D'accord. C'est tout simplement, moi, je voudrais, rappeler ce que mon frère qui est en France, qui s'appelle Yao, il a dit quelque chose qui m'intéressait, que je voulais dire qu'il a dit avant moi, parce que moi, je demande tout simplement, aux journalistes d'Afrique Média, c'est pas ces présidents-là qui vont venir sur le plateau d'Afrique Média, peut-être si vous organisez un plateau comme ça se fait, quelque chose en Europe ici, bon, ils peuvent venir. Mais moi, ce que je vous demande, allez-y vers ces chefs-là, pour leur interroger un peu. Comme ça, nous qui regardons chaque fois Afrique Média, on peut savoir quelque chose, ce qu'ils pensent un peu de ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que le plus souvent, nous, on crie, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont dire, leurs décisions, ce qu'ils ont dans la tête, la vision de la population. Nous, on ne sait pas. Parce qu'on crie sur eux, peut-être ils ont quelque chose à dire, mais peut-être, comme ils ne gagnent pas de micro pour s'exprimer, peut-être essayez ça un jour, allez-y vers eux. Vous demandez comme une audience pour dire que bon, vous voulez faire un reportage, ainsi de suite. Moi, ça se fait en Europe ici facilement. Comme ça, les citoyens savent au moins, celui qui est là, qui les dirige, il sait au moins sa vision. Alors nous, on est dans les nuages là, chaque fois on crie, on les gronde, mais tu ne peux pas gronder quelqu'un sans savoir ce qu'il pense de toi. Voilà. Et c'est pourquoi moi j'aimerais que vous approchiez un peu avec vos micros auprès de ces présidents ou de ces dirigeants pour que nous puissions savoir un peu. Et puis je demande, pour faire une parenthèse encore,
moi, les jeunes Maliens, parce que ce que j'ai vu hier sur, comment dirais-je, Afrique Média, ce reportage, parce que ça m'a interpellé un peu, au lieu d'aller sur les médias des Occidentaux pour parler chaque jour, dire de n'importe quoi, venez sur Afrique Média pour expliquer, ou pour vous exprimer vos choses, comment dirais-je, vos difficultés dans vos pays. D'accord. Hein? C'est pas Afrique Média qui va faire tout ce travail-là. C'est nous qui sommes dans les pays respectifs. C'est nous qui dévoilons ce qui se passe dans nos pays. Si vous êtes là, en train d'aller sur RFI et sur BBC Afrique, qui ne dit rien de bon sur l'Afrique, moi je sais que vous perdez votre temps. Parce que hier, si on n'avait pas présenté ces images que les jeunes qui ont essayé de revendiquer leurs droits, pourquoi un pays comme le Mali qui est en difficulté, il veut créer une section de Sénat, ok, ça coûte de l'argent. Si les jeunes se sont plaints, et puis on a commandé Merci beaucoup, Zerfel. Merci beaucoup, Zerfel. Merci beaucoup, et vous faites bien quand même de le dire. Nous donnons la possibilité à tout le monde d'intervenir. Ceux qui pensent que ce qu'on dit n'est pas important peuvent venir, en tout cas, confronter leurs idées avec ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Et comme ça, on verra, bien évidemment, en tout cas, on dérivera des idées majeures qui pourront aider l'Afrique à véritablement se développer. Merci beaucoup, Zerfel, pour cette réaction. On va prendre Alice depuis la France. Alice, je pense que ce sera peut-être l'avant-dernier appel. Alice, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Tony McCall. Bonsoir le peuple africain. Moi, j'aimerais bien dire aux dirigeants africains, la majorité de ces dirigeants sont tous des hypocrites. Parce que le jour, ils font semblant de retirer leurs diplomates au Qatar. Et la nuit, ils se cachent pour aller prêter de l'argent au Qatar, les Qataris. Parce que tous ces dirigeants-là, la majorité, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont au Qatar, où il y a du pétrole, sachant qu'eux-mêmes, ils ont du pétrole, mais ils préfèrent aller prêter de l'argent là-bas. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu leur hypocrisie. Et puis, d'ailleurs, avant de prendre une décision concernant l'Afrique pour le retrait de leur ambassade ou il n'y a pas l'Union africaine pour se concerter, pour se retirer une fois pour de bon. Mais chacun fait ce qu'il veut et ils ne sont jamais solidaires, les présidents africains. Vous voyez, là, il n'y a pas longtemps, on a tenu une chose sur Afrique Média, il y a les Badakani, tout le staff panafricain qui ont dit qu'on verra quel chef d'État africain qui ira en France faire allégeance à Macron. Réfléchissez un peu, qui ira le premier à aller faire allégeance à Macron? Mais Alassane Dramane Ouattara. Il a humilié la Côte d'Ivoire, il continue de nous humilier. Et tous ces présidents-là, pourquoi ils ne se retirent pas à ce pays? Pourquoi ils ne se retirent pas avec la France pour cette histoire du franc CFA? Hein? Pourquoi ils ne se retirent pas, eux tous, pour couper le cordon ombilical pour que la France nous laisse se développer? Mais quand il s'agit du Qatar, ils font semblant de jouer au gros bras là. Pourtant, à la nuit, ils vont demander l'argent aux Qataris. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Alice, depuis la France. Je ne sais pas si, Adrien, on a le dernier appelant de cette émission pour sortir. D'accord. Alors, on n'a pas ce dernier appelant. On va donc prendre ce message de Caroline qui nous revient et qui nous dit que le fait que le Qatar soit accusé de soutenir le terrorisme moderne, car le terrorisme, selon elle, a toujours existé, n'est pas une nouveauté ni une surprise. Et elle dit que le Qatar, d'ailleurs, n'est pas seul à soutenir cette doctrine et tout ce qui va avec. Il faut aussi citer les États-Unis d'Amérique en tête, même s'ils sont les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump qui a quelque peu incité à cette rupture diplomatique, suivie de l'Arabie Saoudite et leurs alliés européens, la France en tête. Et pour moi, dit-elle, dans cette affaire, il n'est pas opportun de parler de crise diplomatique, sinon de guerre de positionnement entre ceux qui sont favorables au nouvel ordre mondial, le NOM, comme elle abrège, et ceux qui sont contre. Voilà donc le message de Caroline. Peut-être le dernier appelant finalement. Monsieur Bobo, bonsoir et bienvenue. Merci. Vous nous appelez de quel pays? J'appelle la Côte d'Ivoire. D'accord, Monsieur Bobo de la Côte d'Ivoire, vous êtes le dernier appelant, nous vous écoutons. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Moi, je voudrais saluer tous les Africains et dire que voici une occasion encore que la France tend aux Africains pour qu'on lui dise non, ça suffit. Nous ne sommes pas les enfants des Français.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec M. Bobo depuis la Côte d'Ivoire? Je pense que c'était d'ailleurs la première fois qu'il appelait sur nos antennes. Merci à vous, M. Bobo. Vous aurez une autre occasion la prochaine fois et on s'excuse auprès des autres téléspectateurs parce qu'on sait que vous avez été très nombreux en ligne ce soir à vouloir donner votre avis sur les questions que nous mettons sur la table aujourd'hui. Merci à vous d'avoir essayé. La prochaine fois sera la bonne. Lundi, vous retrouverez d'ailleurs Guy Fondop dans le cadre de cette émission Appel sur le continent. Et M. Zerfeld tout à l'heure disait qu'on ne se rapproche pas véritablement des chefs d'État, des dirigeants pour savoir ce qu'ils pensent véritablement de ce que nous disons sur le plateau. Mais on peut le rassurer, bien évidemment, que c'est un terrain sur lequel nous sommes depuis longtemps, de Moussa Dadis Camara jusqu'à maintenant. Et tout à l'heure, d'ailleurs, vous aurez un entretien exclusif qu'a accordé à la chaîne panafricaine Afrique Média le président actuel de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Notre équipe était sur le terrain. Il a pu nous dire un certain nombre de choses que vous aurez l'occasion d'écouter tout à l'heure. Lui, Roger Noadieu, François Bikoro, Héricien Pascal Ngiamba, Son Guijol et bien sûr Eli Ekambi étaient de ce côté-là. Et même une haute hiérarchie, la hiérarchie était aussi de ce côté-là pour avoir bien évidemment ces avis du président Faustin Archange Touadéra. Donc tout à l'heure, juste après cette émission, vous aurez la possibilité d'écouter, de regarder ce reportage ou alors cet entretien, bien évidemment. Restez en compagnie de cette chaîne de télévision panafricaine. C'était Appel sur le continent. À la semaine prochaine. Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Pékin et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle M. David, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun. C'est M. Foucault-Aimé. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.